L'histoire de vie, je la prends toujours en considération et c'est vrai qu'on a des patients très jeunes qui nous racontent déjà une histoire de vie dans laquelle on pourra en mettre 2-3 qui continuent à rentrer et sortir malheureusement parce que la prison c'est aussi un lieu où ils se sentent soutenus et cadrés pour certains. Bienvenue dans Histoire de soignants, le podcast de Staff Santé qui vous emmène à la rencontre de soignants qui sortent du cadre. Quels sont leurs parcours, leurs déclics professionnels ou leurs plus beaux souvenirs? Pourquoi avoir choisi d'exercer dans cet environnement? Tous les mois, un soignant nous ouvre les portes de son quotidien et de sa réalité, loin des idées reçues. Dans cet épisode, nous partons à la rencontre de Véronique. Véronique est psychologue depuis plus de 20 ans à la maison d'arrêt de Sequedin dans le nord de la France. À travers son témoignage, elle nous explique toute la complexité de sa pratique et nous raconte les coulisses de ce métier où chaque histoire de vie a sa propre prise en soin. À la maison d'arrêt, tous les détenus vont à un moment donné rencontrer un psychologue le lendemain de leur arrivée. Ce qui est extrêmement important, c'est que cette rencontre, elle est proposée, elle n'est pas obligatoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent refuser, comme ils le souhaitent, cet entretien. Le premier entretien, c'est quelque chose qui va enclencher ou pas un suivi, une alliance thérapeutique. Là, ça va être à nous de mettre en sécurité, de créer ce qu'on appelle une alliance thérapeutique. Donc le patient vient, nous rencontre. Donc nous, on a aussi un boulot à faire qui est d'évaluer, d'analyser la situation. S'il a des troubles psychopathologiques avérés, de pouvoir le réorienter vers un médecin psychiatre, si on estime qu'il en a besoin, notamment s'il aurait besoin d'un traitement. Et après, peut-être d'envisager, d'entamer un suivi et peut-être une psychothérapie. Notre rencontre, d'abord, c'est une première rencontre en dehors de la justice, c'est-à-dire en dehors de la garde à vue, en dehors du juge, en dehors de la police. C'est-à-dire que c'est la première fois qu'il va rencontrer quelqu'un qui est plutôt de l'ordre du soin et qui va plutôt prendre un temps pour l'écouter, essayer de le comprendre et surtout ne pas le juger. Donc il est condamné ou il est prévenu, parce que ça c'est différent. Il arrive dans un milieu judiciaire et c'est la première fois qu'il va rencontrer un soignant. Et notamment le psychologue qui va être à l'écoute, être empathique, qui va pouvoir l'observer aussi, parce que ça c'est quelquefois compliqué pour lui. Mon travail c'est aussi quelquefois de démystifier qu'est-ce que c'est qu'un psychologue. C'est une discipline dans laquelle on va regrouper d'abord différents courants théoriques. On n'est pas tous formés sur les mêmes courants théoriques et on va avoir autour de ces courants théoriques une pratique qui va être aussi différente, mais elle va toujours s'articuler autour de l'analyse de faits psychiques, individuels ou de groupe, et le traitement évolutif ou réorganisationnel de tout ce qui est psychique. Voilà. Donc on a des méthodes et des démarches différentes et des outils différents. Donc, un professionnel, un psychologue, va s'intéresser au fonctionnement psychique avec tout ce qui va être aspect subjectif, tout ce qui va tourner autour des émotions et de l'affectif, et tout ce qui va tourner autour des cognitions, tout ce qui va tourner autour des pensées. Et bien évidemment en référence à une psychopathologie et à des comportements humains et à aussi tout ce qui va être lié à la personnalité et les relations interpersonnelles. Le psychologue va s'exercer dans différents domaines et il va essayer d'évaluer, maintenir et améliorer le bien-être de tout ce qui va toucher à l'état psychique, affectif, cognitif ou tout ce qui va toucher à la qualité de vie. Le travail du psychologue, c'est de s'adapter à son patient. On travaille pour lui et donc on doit adapter notre langage, on doit adapter notre comportement, etc. Donc c'est démystifier et quelquefois leur faire sentir qu'un psychologue, il peut être là aussi pour les aider. Donc on va vraiment avoir une attitude sécurisante
Et dans un milieu hostile comme la prison, je pense que c'est tout à fait adapté. Et on va essayer d'être bienveillant. Ça veut dire être tourné vers le patient et essayer de faire son maximum pour l'aider à résoudre des problèmes ou à améliorer son quotidien, sa vie, et en l'occurrence en prison, sa sortie aussi. Mais en tout cas, on doit nous garant d'une sécurité, d'un langage simple, d'un non-jugement, et mettre en place des bonnes conditions pour qu'on puisse le mettre en confiance et peut-être qu'il se sente en sécurité et accepter de travailler avec nous sur des problématiques qu'il peut avoir. Comment on devient psychologue? C'est assez simple au niveau des diplômes. C'est un diplôme d'État. Aujourd'hui, on parle d'une licence et un master en psychologie. Pour être psychologue et exercer le métier de psychologue, il faut aussi associer à ce master de psychologie un stage de 500 heures et de faire un mémoire de recherche. Donc pour ma part, j'ai fait des études à la faculté de Lille 3. Et puis ensuite un concours pour travailler dans la fonction publique hospitalière. Et aujourd'hui, pour les psychologues, il y a aussi une obligation d'être inscrit à ce qu'on appelle l'ADELI. C'est la délégation territoriale départementale, ce qui fait qu'on est répertorié et un petit peu référencé. C'est un peu compliqué de dire on est psychologue par vocation. Ça dépend ce qu'on va mettre derrière vocation. Si c'est avoir des qualités, être sensible à, effectivement oui. À ce moment-là, je dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre d'avoir une vocation, en tout cas des qualités humaines et quelque chose d'assez altruiste. Mais pour moi, ce serait surtout être qualifié ou assez prédisposé. Voilà, plus qu'une vocation. On va plutôt être d'un courant analytique, on va plutôt être d'un courant cognitivo-comportementaliste, d'un courant thérapie systémique brève. Voilà, il y a des tas de courants. Ces courants font référence à des démarches et à des outils qu'il va, au fur et à mesure du temps, développer, qu'il va d'ailleurs aussi devoir continuer à améliorer. Le psychologue va être en perpétuelle formation. Je me suis reformée avec des outils spécifiques qui me semblait être adapté à mon public. Moi, j'ai un public avec lequel il faut être plutôt dans le concret. Il faut plutôt parler. Je me rappelle d'un patient qui me dit « Est-ce que vous êtes un psychologue qui parle ?» Oui. Ça veut dire qu'il va y avoir un échange. Dans n'importe quel courant, j'ai envie de dire, il faut écouter le patient et voir ce qu'il souhaite, sa demande. C'est pas toujours facile. Pour ma part, je vais plutôt parler du courant avec lequel je travaille, qui est la thérapie systémique brève et la thérapie cognitivo-comportementale. C'est-à-dire que je vais travailler dans l'ici et maintenant. Aujourd'hui, ici, maintenant, quelles sont mes difficultés, quels sont mes problèmes, quels sont ceux que j'ai envie de changer, parce que quelquefois, le patient dit ça, j'ai pas envie, pour l'instant, je suis pas prêt. Ok, je vous respecte. Donc, on va travailler sur ce qu'il est capable de changer. On va travailler sur des choses concrètes, parce qu'avec les patients qu'on a en prison, la majeure partie, sont quand même des gens qui ont un niveau intellectuel pas forcément des plus importants. C'est des gens qui ont quitté la scolarité, qui ont besoin d'un langage simple, qui ont besoin d'un langage approprié. Et si on les met en difficulté, déjà parce qu'ils comprennent pas ce qu'on leur demande de faire ou parce qu'on ne comprenne pas ce qu'on leur dit, on les rabaisse. Or, il va falloir plutôt les soutenir, les renforcer, essayer d'évoluer. Après, j'ai des collègues qui ont des techniques, notamment, je pense, on a beaucoup de patients qui ont des histoires de vie extrêmement compliquées, avec une multitude de traumatismes. Et par exemple, on a des outils comme le MDR, qui est un outil aussi très spécifique, qui va permettre aux patients de travailler sur un trauma qu'il a pu vivre il y a peut-être d'ailleurs 10 ans. Donc, il n'y a pas un outil, il y a des outils. Chaque psychologue possède ses outils et ses formations, et il va les appliquer en fonction de ce qui lui semble le mieux pour le patient, en fonction de la demande, en fonction bien évidemment de notre formation. Et l'équipe va aussi pouvoir dire, je pense que tu es peut-être plus à même de suivre ce patient. On peut aussi réorienter vers un collègue.
On travaille quand même dans un milieu particulier, la prison, et on a des choses qui nous sont imposées. La première limite, c'est par exemple le statut du détenu. Le détenu peut être condamné ou il peut être prévenu. Quand il est prévenu, ça veut dire qu'il n'a pas été condamné, qu'il est en instruction, et ça veut dire qu'on doit accepter un certain nombre de choses. Je ne peux pas appeler sa famille, par exemple, sans en avoir l'autorisation. Il y a la limite de la prison, je ne peux pas lui passer, par exemple, le téléphone. Je ne peux pas... il y a des tas de choses qui me sont imposées sur le fait que c'est un détenu et qu'il n'a pas accès à tous les droits. Et ça, on s'y tient. Et je pense que pour travailler en prison, il faut avoir un rapport à la loi bien posé, parce que ça peut être dangereux. Parce qu'on a aussi affaire à des personnes quelquefois un peu manipulateurs, il faut être très vigilant. Parce que faut vraiment se dire, attention, il n'est pas condamné, je peux pas faire ça, j'ai pas le droit, etc., etc. Donc ça, c'est une limite qui nous est imposée par le contexte. Après, je pense que chaque psychologue se pose ses limites. C'est-à-dire le respect de la vie privée, être capable d'accepter des colères, des rires, des pleurs, ça c'est plutôt synonyme d'un bon entretien, mais par contre pas de violence. D'accepter, d'entendre tout, mais dans un respect du psychologue et du métier qu'il fait. Ou alors à un moment donné, il faudra proposer de changer de psychologue si par exemple on sent que le patient pourrait devenir amoureux ou des choses comme ça, ou tenir des propos qui seraient, disons, irrespectueux, mais qu'il n'arriverait pas à gérer. Donc on a une limite, effectivement, sur notre capacité à accepter. Et je pense qu'en tout cas, moi, en 24 ans, je n'ai jamais été agressée. Alors, verbalement par des patients psychotiques, mais ça n'est pas vraiment eux qui nous agressent puisqu'ils délirent ou ils sont complètement dissociés. C'est-à-dire que c'est pas intentionnel de leur part. Mais je ne pense ne jamais avoir été agressée volontairement, intentionnellement, parce que je respecte beaucoup mes patients. Voilà, je ne les juge pas, je les respecte et j'essaie de travailler au mieux avec eux. Après, il y a une dernière limite qui est plus personnelle, c'est-à-dire être capable, par exemple, quand nous-mêmes on vit des événements difficiles, de ne pas venir travailler, de se mettre aux abris parce qu'on n'est plus, on est trop sensible, on n'est pas en capacité. Mais ça, je pense que chaque psychologue doit être vigilant pour ne pas venir travailler quand on n'est pas capable, ou avoir aussi la possibilité de retravailler ce qui se dit en entretien, soit en supervision, soit en équipe. C'est un patient qui va, par exemple, nous toucher trop fortement, et là, il peut y avoir ce qu'on appelle des transferts ou des contre-transferts. Alors, transfert, c'est plutôt un patient qui nous touche très fortement et on serait en proie à être en difficulté, à peut-être être manipulé, ou un contre-transfert, ça arrive par rapport à quelque chose qui est lié à un délit qui est trop compliqué pour des raisons particulières à un moment donné ou à un autre, et de passer la main à un collègue. Les patients, quelquefois, me disent « Mais vous feriez quoi ?» Et moi, je leur réponds « Mais vous, ça n'est pas moi. » C'est avant tout voir ce qui va être bon pour vous, ce que vous avez envie de faire, c'est ces objectifs et pas les objectifs du psychologue. Donc la première chose, c'est effectivement prendre du recul et comprendre le fonctionnement du patient, comprendre ce vers quoi il veut aller, comprendre sa souffrance, parce que avant tout, ce qui est au centre, c'est qu'on travaille, nous, avec une souffrance. Personne n'ira consulter un psychologue s'il ne souffre pas. Il faut souffrir pour être capable de se dévoiler. Alors en prison, c'est un petit peu compliqué parce que entre les obligations de soins, entre demander d'aller voir le psychologue pour obtenir des remises de peine, ça c'est un petit peu compliqué, mais ça c'est un travail à nous de l'analyse de la demande, et de travailler avec le patient authentiquement en disant « Ok, le juge vous a demandé de venir me voir, mais vous, qu'est-ce qu'on va faire ?» Face à des histoires telles qu'on a en prison, parce qu'on a des histoires de vie très difficiles, le psychologue se protège avec l'équipe, c'est-à-dire qu'il va travailler en collaboration avec ses collègues, et il n'est pas rare qu'en sortant d'un entretien difficile, on aille voir directement un collègue pour en parler. Et puis le travail en équipe, c'est aussi des synthèses.
C'est-à-dire qu'on va, autour d'un patient, s'interroger sur sa problématique, sa manière dont il se présente, le travail qui est effectué, la difficulté que l'on peut rencontrer. Oui, le partage sur des situations difficiles est vraiment essentiel. Et après, il y a aussi un travail personnel. Je pense que c'est important d'avoir aussi un regard sur nous, notre vie, notre problématique, pour ne pas être ce qu'on pourrait appeler être en miroir. Et ça, c'est quelque chose qu'on a normalement déjà effectué quand on choisit d'être psychologue ou quand on va pratiquer ce métier, c'est d'avoir réglé en partie une partie de nos problèmes. Pour être au clair, si, je vais prendre un exemple, mais si vous avez perdu un enfant et que vous devez prendre en charge quelqu'un qui a perdu un enfant, il va falloir que vous soyez au clair et suffisamment bien émotionnellement pour ne pas vous remettre vous-même en difficulté. Donc ça, c'est un travail aussi personnel. C'est vraiment quelque chose d'important. On a des patients qui ont 25 ans et qui ont déjà une histoire de vie où on pourrait y mettre 3-4 vies. Moi, il m'est pas rare de dire à un patient que finalement, il a fait ce qu'il pouvait avec tout ce qu'il a déjà subi. Peut-être que effectivement le passage à l'acte violent qu'il a pu faire a été aussi directement lié à ce qu'il a pu vivre. Alors je ne dédouane pas, je ne dis pas que c'est de ce fait excusé, mais l'histoire de vie, je la prends toujours en considération et c'est vrai qu'on a des patients très jeunes qui nous racontent déjà une histoire de vie dans laquelle on pourra en mettre 2-3. Ça a commencé très jeune, les maltraitances, les traumatismes, les abus. Effectivement, on a une population quelquefois jeune, qui a déjà un vécu extrêmement lourd, et on a aussi des populations moins jeunes qui continuent à rentrer et sortir malheureusement, parce que la prison, c'est aussi un lieu pour eux de soins d'abord, et un lieu où ils se sentent soutenus et cadrés pour certains. J'ai le souvenir d'une histoire très forte. C'est une dame qui est arrivée chez nous. Alors une histoire assez compliquée sur un meurtre d'enfant. Comme tout le monde, je suis allée rencontrer cette personne. Lors du premier entretien, cette dame disait « Je suis responsable, je suis coupable, je ne veux pas qu'on m'aide ». C'est d'ailleurs ce qu'elle avait dit à son avocate aussi lors du procès. Et en fait, cette première rencontre, au-delà de ce délit qui est quand même très difficile, moi j'ai perçu une dame qui me semblait très étrange. J'avais rien de déterminant sur une pathologie mais c'était étrange et je laisse pas passer quand il y a quelque chose qui me semble étrange et bizarre, c'est mon métier. Donc je lui ai quand même proposé de la revoir en disant que c'était juste pour parler, un soutien et puis de fil en aiguille, cette dame je l'ai accompagnée pendant 5 ans avec une psychiatre à mes côtés et une éducatrice. Elle a été 2 fois jugée. J'ai participé pour la première fois et c'est la seule fois où je suis allée au procès parce que toute la question finalement était non pas ce qu'elle avait fait, mais pourquoi elle l'avait fait. Et effectivement, c'était quelqu'un qui avait un trouble psychiatrique assez important, psychotique, mais qui, par son intelligence, le masquait très fortement. Il y a eu d'ailleurs 9 psychiatres et psychologues qui ont débattu lors du procès. Donc tout ça pour dire que voilà, la première rencontre, c'est quelqu'un qui a commis un délit qui peut paraître quelquefois, pour la majeure partie des gens, sordide, disons-le. Et puis finalement, quand on écoute, on se rend compte que c'est quelqu'un qui est malade, qui a des troubles et qui aurait besoin d'aide, qui n'a jamais été suivi. Donc on a instauré un traitement petit à petit, un suivi. Elle a accepté. Bon là, cette dame a été transférée dans un centre pénitentiaire de longue peine. Elle nous a écrit une lettre très, très, très touchante, très émouvante, pour nous remercier de tout le travail qui avait été fait, de ce qu'elle avait pu prendre conscience avec ses limites, ce qu'elle acceptait, ce qu'elle acceptait pas, puisque pour cette dame, elle n'était pas malade, mais elle avait été envoûtée. Donc voilà, c'est un gros travail qui a été fait sur 5 ans. Alors c'est assez rare, parce que moi je travaille dans une maison d'arrêt. Donc ce sont plutôt des situations où je travaille avec des personnes qui ont des peines entre 6 mois et 1 an, à peu près. Donc là, c'est une situation marquante parce que la rencontre au départ, elle est un peu anodine et finalement, on va travailler pendant 5 ans et on va amener la patiente à évoluer. La pénitentiaire, on travaille aussi en équipe, mais en plus,
on travaille dans 2 institutions. C'est-à-dire qu'on est à la croisée de 2 institutions, la justice et la santé. Nous, on appelle des patients et la pénitentiaire les appelle des détenus. On ne parle pas de la même chose. Nous, on parle de soins et eux, ils parlent de sécurité. Et c'est compliqué. On ne fait pas le même travail, mais on travaille avec les mêmes personnes. Ensuite, on travaille dans un espace où la temporalité est pas la même. Il faut être patient, s'armer de patience pour tout. Ne serait-ce qu'arriver à votre bureau, il y a 9 portes à franchir et c'est pas vous qui les ouvrez. Pour obtenir quelque chose pour un patient, il faut faire une demande, il faut avoir une réponse, ça prend du temps. C'est qu'on a aussi une activité et une énergie à dépenser qui n'est pas directement avec notre patient, mais qui est aussi pour tout ce qu'on va essayer de mettre en place parce qu'on est dans un contexte particulier. C'est-à-dire qu'il va falloir démarcher à chaque fois pour mettre en place une activité, pour démontrer l'intérêt, pour démontrer les objectifs et démontrer à la pénitentiaire que ça a un intérêt aussi pour le patient et pour le détenu au sein de la prison, c'est-à-dire de le calmer, d'éviter qu'il soit violent, etc. Il est important aussi d'être clair sur nos missions avec le patient. Je ne fais pas partie de la justice, donc je ne vous juge pas, je ne suis pas là pour ça, je suis soignant. Par contre, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous aider en matière de justice, je ne peux pas vous aider en matière pénitentiaire. Moi, je ne suis là que pour le soin. Et puis ensuite, la journée va s'organiser autour des prises en charge et des suivis individuels ou en groupe. Il faut que les patients arrivent à nous, dans notre unité, et c'est pas toujours très simple. Il y a des créneaux, il y a des nombres de personnes à respecter dans la salle d'attente pour éviter les problèmes d'insécurité. Toute la logistique est assez compliquée, mais notre journée va s'organiser autour des consultations, des ateliers thérapeutiques et des synthèses 2 fois par semaine en relation avec le dispositif de soins psychiatriques et le dispositif de soins somatiques. C'est-à-dire que là, on va rencontrer aussi l'autre équipe de soins somatiques, les médecins généralistes, les infirmiers, les kinés, les dentistes. Donc on va vraiment faire le lien pour des patients qui posent problème, pour des patients qu'on nous aura signalés, on va se poser autour de ces difficultés de ce patient. On a toutes les pathologies. Ça va de la simple anxiété à un trouble psychotique chronique avéré. Par contre, effectivement, je pense qu'on a quand même des gens qui ont des histoires de vie très compliquées et qui sont très abîmés avec de multiples traumas. On a aussi une population très dégradée sur le plan physique. Et il va falloir aussi là, au-delà de tout ce qui est psychique, prendre soin du somatique. On a beaucoup de troubles de la personnalité, beaucoup de troubles du comportement, bien évidemment, beaucoup de troubles addictifs. On a une population qui est aussi psychotique. On a aussi quand même des personnes qui finalement n'ont pas bénéficié à l'extérieur d'un suivi, qui n'ont quelquefois pas été pris en charge et qui pour la première fois vont être évalués et pris en charge parce que dans la rue, avec un trouble psychique, forcément à un moment donné, avec des troubles du comportement, il va y avoir un passage à l'acte et ils vont passer par la prison. À partir du moment où on travaille dans une équipe, on partage. Alors, on partage avec une éthique. Effectivement, il y a quand même le secret médical. Alors, au sein de l'équipe, on le partage. Mais il y a aussi la confidence de ce que peut faire un patient et nous dire, ça, vraiment pour l'instant, j'aimerais que vous le gardiez que pour vous. Je ne rends pas de compte à la pénitentiaire. Et je protège, et là c'est extrêmement important pour le patient pour qu'il se sente en sécurité, je protège mon patient en lui confirmant chaque fois qu'il est protégé par le secret médical et que personne ne peut me délivrer de ce secret. Ça veut dire que tout ce qu'il va pouvoir me confier, tout le travail qui va être effectué est soumis au secret médical. Les seules choses qui sont possibles, c'est qu'on est levé du secret pour des choses bien particulières. La première, c'est risque majeur sur un mineur, c'est-à-dire un patient qui me dit de manière avérée qu'un mineur actuellement est en danger ou est soumis à des dangers. Là, je suis relevé du secret, mais je vais le dire au patient. Je ne peux pas garder ce secret. Ou quelque chose qui serait de l'ordre d'un patient qui dirait demain, à telle heure, je vais tuer. Ça veut dire qu'avec un risque majeur, je suis levé du secret. C'est les 2 choses qui pourraient me permettre d'être levé du secret, mais le patient le sait.
Sinon, pour le reste, on partage, on discute avec les autres soignants, toujours dans l'intérêt du patient et en fonction des objectifs qu'on va se fixer. Alors c'est comme dans chaque équipe, c'est avec ses difficultés, avec des points de vue différents, avec quelquefois l'émotion de chaque personnel soignant. On passe beaucoup de temps à réfléchir et discuter sur le patient. Moi, ce qui me plaît dans mon métier, déjà, c'est qu'à chaque fois que je rencontre un patient, c'est un patient unique. Je ne sais pas qui je vais rencontrer, quelle pathologie va avoir le patient. C'est-à-dire qu'on a de tout. On a des gens déprimés, on a des psychotiques, on a des anxieux, on a des gens qui sont addicts, on a des troubles de la personnalité. Donc voilà, la richesse clinique, elle est extrêmement importante. Alors le contact humain, il est aussi extrêmement important. Mais là, on est quand même dans un milieu très hostile. On doit être attentif et faire notre analyse en prenant en considération aussi le contexte. Et ils viennent de vivre des choses, quand on les voit au début, très difficiles, la garde à vue, le juge, le délit qu'ils ont commis, parce que quelquefois ils peuvent aussi être en difficulté par rapport à ça, et puis toute l'incarcération, l'enfermement, la privation de liberté, mais aussi la privation des enfants, de la famille. Donc moi ça me plaît de donner un droit, puisqu'ils ont quand même droit aux soins, même s'ils sont détenus. On va pas en sauver beaucoup, et on va pas tout régler, on n'est pas des utopistes, mais on est des optimiste quand même. Et je vais toujours essayer de m'adapter à mon patient, d'essayer de l'amener à avancer. Ce qui me plaît aussi dans mon boulot, en tout cas moi je l'ai choisi, c'est de travailler en équipe. C'est-à-dire que autour de moi, j'ai des éducateurs, j'ai des psychiatres, j'ai des infirmiers, et on va aussi beaucoup partager sur le patient. Ça nous permet d'avoir un recul, ça nous permet d'analyser notre propre analyse et de voir avec nos collègues si nos regards se croisent. On va fixer des objectifs sur le patient et le travail d'équipe va être très important. Il y a plus de psychologues qu'avant, puisque, en tout cas, je vais prendre peut-être l'exemple du CHR. Moi, j'ai commencé, on était 90, on est un peu plus de 160. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on reconnaît que le psychologue a sa place dans différents domaines, la prison notamment. C'est pas si vieux que ça, l'installation des psychologues en prison. Aujourd'hui, on a beaucoup de nouvelles techniques. On a aussi l'hypnose qui se développe beaucoup. On a aussi tout ce qui est la troisième génération des TCC qui sont le mindfulness, la méditation. Alors quand je dis méditation, je parle de méditation laïque, pas la méditation spirituelle, etc. Mais on a plein de techniques effectivement qui arrivent sur le marché. Alors faut être vigilant. De ne pas non plus se laisser tenter par des choses qui n'ont pas fait leurs preuves. Mais ça, on a suffisamment de recul sur certaines techniques qui fonctionnent bien et sur la garantie que c'est reconnu par des centres de formation agréés, par des diplômes universitaires, par des personnes qui l'utilisent. Donc ça, c'est assez facile en tant que psychologue de savoir toutes les innovations qui arrivent sur le terrain et surtout qui fonctionnent. Des conseils pour des personnes qui voudraient travailler en milieu carcéral, c'est déjà bien s'informer de ce qui s'y fait, c'est-à-dire les différentes possibilités et les différentes positions du psychologue. Position pénitentiaire, position soignant. Il y a plusieurs psychologues qui interviennent en prison, mais on n'a pas les mêmes statuts et on n'a pas les mêmes missions et les mêmes fonctions. Donc bien se renseigner sur la place du psychologue en milieu pénitentiaire. Et il n'y a que sur le terrain qu'on va se rendre compte. Il faut venir vérifier en prison le travail qui se fait, l'ambiance qu'il y a, et puis surtout la frustration que ça peut générer parce qu'il va falloir attendre. Il y a des choses qu'on peut pas faire, il y a des choses qu'il faut prendre en considération. Notre patient le soir, après une consultation, il peut pas aller au restaurant ou au cinéma. Il rentre dans une cellule de 12 mètres carrés. Il faut aussi l'avoir à l'esprit. Il va falloir travailler peut-être un peu plus lentement ou en prenant plus de précautions. Et en attendant quelquefois aussi que le patient soit prêt, parce qu'il y a aussi la détention à gérer, le procès à gérer, la séparation de la famille. Enfin, il y a quelque chose en plus. Donc, c'est de venir mesurer un petit peu le travail du psychologue et tout l'impact du contexte. On ne peut pas en faire l'économie.
Merci à Véronique pour ce témoignage qui nous a permis de découvrir la richesse de ce métier avec toutes les compétences humaines et techniques qui permettent de l'exercer. Ce podcast vous a été proposé par Staff Santé, le site emploi de référence des professionnels de santé. Des milliers d'offres, des conseils et d'autres portraits sont à découvrir sur Staff